Mais l'écologisme s'occupe précisément de répondre à ces questions. Oui, il prétend le faire. L'écologie, comme je l'ai déjà dit, c'est une science qui s'occupe d'étudier les lieux, les modes d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent avec leur environnement. Ça n'est pas une science à proprement parler qui cherche à répondre à une menace qui aurait été identifiée dans le cadre de la civilisation actuelle par un certain nombre de lois physiques ou autres. Donc, les écologistes utilisent, encore une fois, le support et la notoriété d'une science pour donner leur réponse à ces interrogations. De ce fait, ils se mettent dans la position religieuse dont on a parlé précédemment, dans la position de grands prêtres de ce qu'il faut penser, en y ajoutant un sacerdoce quand même assez construit, puisque ce sacerdoce est fait d'un certain nombre de prescriptions très précises à adopter par les États et les individus pour faire face aux difficultés Ce que je veux dire dans ce chapitre, c'est que les réponses qu'ils apportent à cette incertitude bien légitime que tout un chacun ressent en lui sont des réponses fallacieuses, non pas des réponses fausses, ce qui voudrait dire que il serait supposé être de bonne foi et tout simplement se tromper sur les préconisations, mais que délibérément il propose des actions qui ne sont pas en fait conformes à ce qu'on pourrait attendre de la solution. Pourquoi contestez-vous cette notion de planète en danger mise en avant par les écologistes? Alors, pour une raison bien simple, c'est que la planète n'est pas en danger. La planète en danger, le sauvetage de la planète, est devenu un slogan quasiment fédérateur de tout le mouvement écologiste et un slogan qui est décliné de façon marketing dans pratiquement tous les produits de consommation. Aujourd'hui, c'est un argument de vente de dire que tel ou tel produit, aussi bien la soupape d'une voiture qu'un cosmétique, qu'une bouteille de vin, aide à sauver la planète ou à préserver la planète. Or, la planète n'est absolument pas en danger. La planète a 4,5 milliards d'années. Elle a connu des périodes de glaciation totale, des périodes d'immersion totale sous les eaux. Elle a connu des périodes très chaudes, des périodes très froides. Les espèces se sont succédées sur la planète avec des durées plus ou moins longues. Il y a eu 6 extinctions massives des espèces et à chaque fois, la vie a repris sous des formes différentes. Donc même si on imaginait une catastrophe la plus abominable, une catastrophe nucléaire généralisée, il ne fait aucun doute que la planète survivrait. Elle mettrait peut-être 100, 1000 ou 2000 ans pour repartir avec une biodiversité significative, mais 100 ou 200 000 ans, c'est pas grand-chose, c'est un clignement de paupières sur l'échelle du temps. Donc la planète n'est pas en danger. C'est d'ailleurs très présomptueux de la part de l'homme moderne de penser qu'il peut lui mettre la planète en danger et par voie de conséquence trouver les solutions pour que cette planète ne soit pas en danger. Ce qui est en cause en fait et ce qui se cache derrière ce slogan, ça n'est pas sauvons la planète, c'est sauvons l'homme
Alors pourquoi ne pas le dire? Déjà, vous voyez qu'il y a un paramètre, un élément fallacieux dans ce slogan. Populaire s'il en est. Mais faux. C'est pas sauvons la planète, c'est sauvons l'homme, qui de toute façon est une espèce éphémère et qui ne durera probablement pas aussi longtemps que les dinosaures, qui ont gambadé allègrement pendant 160 millions d'années, en détruisant tout sur leur passage à plus de 2 mètres de hauteur. Bon, l'homme a 7 millions d'années, on peut prendre ce pari dans le même registre que celui du pari sur les énergies fossiles. Vous dites que les écologistes sont ambigus par rapport à leur position sur le nucléaire. Qu'entendez-vous par là? La position des écologistes sur le nucléaire fait partie, enfin, est arrangée dans la rubrique des réponses fallacieuses, puisque une des réponses à la pénurie des ressources fossiles, c'est la découverte ou la mise en œuvre ou l'affinement de solutions alternatives, renouvelables ou autres. Le nucléaire a été, il faut quand même le rappeler, l'un des premiers motifs de mobilisation des écologistes historiques. C'est sur ce problème de rejet de la solution nucléaire comme devant remplacer et suppléer les énergies fossiles, c'est sur ce thème-là que se sont regroupés pour la première fois des militants avec des actions significatives, comme notamment la marche sur la centrale de Bugey dans l'Ain. Et il faut voir qu'aujourd'hui, la position des écologistes a énormément évolué, puisqu'on est passé d'un rejet sans condition et sans même débat contradictoire du nucléaire à une quasi-acceptation de cette nouvelle forme d'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'argument du réchauffement climatique est passé par là, que le fossile qui est supposé être vecteur de tous les maux dans notre civilisation, vecteur en outre du capitalisme, ça c'est un débat corollaire. Le fossile, comme tout le monde le sait, dégage du CO2, et le CO2 est supposé modifier le climat à notre détriment. Bon, ceci est un débat polémique qui n'est pas tranché, même si le GIEC, universellement reconnu par les États qui gouvernent la planète, abonde dans ce sens. Mais toujours est-il que la doctrine écologiste concernant les émissions de CO2 les amène à reconsidérer leur position vis-à-vis de l'énergie nucléaire et de dire que l'énergie nucléaire n'étant pas émettrice de gaz à effet de serre, l'énergie nucléaire pourrait être recevable. L'ambiguïté s'est manifestée de façon éclatante lors des récentes élections présidentielles, puisque Nicolas Hulot, qui était candidat présumé pour le Parti écologiste, qui est un nucléariste confirmé, a été finalement évincé par la ligne entre guillemets historique qui rejetait le nucléaire. Mon analyse
de cela, c'est que Hulot, donc les nucléaristes, les écolo-nucléaristes ont été rejetés in extremis parce qu'il y a eu l'accident de Fukushima. Et que dans l'opinion publique, toute tolérance vis-à-vis du nucléaire n'était pas acceptable électoralement parlant. Donc très provisoirement, les écolos ont mis la sourdine, la pédale douce sur leur acceptation du nucléaire. Ils font semblant de dire qu'ils veulent une dénucléarisation, mais tout porte à croire que dès que les médias se sont suffisamment apaisés par rapport à la catastrophe japonaise, la position franchement nucléariste des écologistes reviendra, enfin, ressurgira tout naturellement. Vous contestez le discours concernant l'agriculture biologique. Pourtant, les écologistes sont largement promoteurs de cette agriculture. Leur discours concernant l'agriculture biologique, effectivement, n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être, et il est également fallacieux, comme il l'est pour les autres domaines dont nous venons de parler. L'agriculture, c'est le deuxième pilier historique de l'action écologiste, avec l'antinucléaire, comme nous venons de le voir. La contestation de l'agriculture moderne, intensive, est à l'origine aussi des premières mobilisations. On a parlé de Buget tout à l'heure, on peut parler du Larzac. Il s'agissait déjà de mettre en cause les pratiques qui avaient considérablement modifié la façon de travailler des agriculteurs, l'omniprésence du pétrole, toujours lui, dans les pratiques agricoles, à tel point qu'on peut parler aujourd'hui d'agriculture fossile, agriculture pétrodépendante, pour le carburant des tracteurs, des machines agricoles, des moissonneuses batteuses, pour les engrais, qui sont fabriqués à partir du gaz, pour les produits phytosanitaires, pesticides, fongicides, herbicides, etc., etc. Donc aujourd'hui, sans pétrole, l'agriculture telle qu'elle est ne fonctionne pas. On a donc deux problèmes qui sont ce problème de pérennité du modèle agricole actuel, et le deuxième problème, c'est un problème de dégradation des produits qui sont proposés par cette agriculture. Quelle est la réponse aujourd'hui des écologistes? Quelles sont les propositions des écologistes? Comment se mobilisent-ils pour contester cette agriculture intensive? C'est pratiquement inexistant. Dans le dernier document programmatique d'Europe Écologie Les Verts, il doit y avoir à peu près 2 ou 3% en rapport du nombre de pages qui concerne l'agriculture. C'est un sujet donc qui n'est pratiquement pas abordé et qu'il considère avoir réglé avec le fameux label AB. Le label AB délivré par l'organisme public EcoCert. Alors on ne va pas entrer dans le détail technique de l'élaboration et de la certification des produits avec le label agriculture biologique aujourd'hui en France par exemple. Mais si on se réfère au début de l'agriculture biologique, par
exemple au début des années 70. On avait à l'époque simplement un ou deux labels, qui étaient le label Le Mère Boucher ou les labels Nature et Progrès, extrêmement restrictifs. Par exemple, pour les insecticides, on avait droit au pyrètre et à la roténone, et puis des décoctions de prêle ou d'ortie, et puis c'était tout. Aujourd'hui, rien que pour les insecticides, on a droit, selon le cahier des charges de la circulaire CE numéro je ne sais plus combien, à plus de 1000 intrants. Donc, à la fois sur la quantité de produits qui sont autorisés et sur leur niveau de toxicité ou leur niveau d'élaboration par l'industrie chimique, on a une tolérance qui est extraordinaire. Le grand public, évidemment, n'est pas au courant de tout ça. Il est confiant, comme il l'est pour beaucoup d'autres choses, vis-à-vis des labels qui sont décernés par l'État. Donc le grand public voit A, B, et il se dit ce sont des produits complètement naturels. Nous sommes largement loin du compte. Lorsqu'on lit la liste interminable des produits qui sont autorisés dans le label AB, on est très très loin de la rigueur et de l'ascétisme, je dirais presque, des pratiques des années 70. Donc c'est fallacieux, hein, c'est fallacieux, puisqu'on fait croire que une chose est complètement naturelle, largement garantie, sans intrants chimiques, et c'est tout simplement faux. D'autant plus que, là encore une fois, sans entrer dans le détail technique des directives européennes sur les produits biologiques, l'agriculteur bio a toujours la possibilité quand même, si vraiment sa récolte est en danger, d'utiliser des produits qui ne sont pas dans la liste. Donc, alors bien entendu, on ne peut pas souhaiter qu'un agriculteur perde sa récolte parce qu'il ne va pas pouvoir utiliser tel produit, et que par voie de conséquence son revenu soit mis en danger. Mais d'un autre côté, il faut savoir si le public est vraiment garanti lorsqu'il fait confiance en toute bonne foi par rapport aux labels qui lui sont proposés. Donc, agriculture, effectivement, arrangée dans les réponses fallacieuses. Agriculture biologique, soit dit. Concernant le développement durable, vous utilisez également le terme fallacieux? Oui, alors là, je dirais c'est presque le plus facile des quatre, parce que l'élément fallacieux est dans l'allocution elle-même. Développement durable. Développement durable, si on reste sur le plan de l'analyse étymologique précise, ça veut dire un développement qui va continuer. Donc je me développe, et puis ce développement, cette courbe ascendante est durable. Je vais continuer à me développer. Ce qui est en contradiction, d'une part, avec le fait que nous avons des ressources finies, tant sur le plan des ressources énergétiques que sur le plan des ressources minérales, et ça personne ne le conteste. C'est contradictoire aussi par rapport à cette idée écologiste qui est bien ancrée quand même dans l'esprit commun, que nous préférons rester dans une situation de maintien durable. Donc, si les écologistes étaient
honnête et ne cherchez pas encore une fois à tromper le public avec des slogans ambigus, et là, pour le coup, réellement fallacieux, il dirait stagnation durable. Seulement, stagnation durable, c'est pas vendeur. Aucun homme politique, hein, qu'il postule un poste de conseiller municipal, de conseiller régional, de maire, de petite ville, moyenne ville, de grande ville, de député européen, national, ne va se faire élire sur un projet de stagnation durable. Bon. Développement durable, c'est plus chic, c'est plus sympa, et ça a été validé. Bon, alors, ça n'est pas un problème en soi d'avoir un slogan, tel ou tel parti peut avoir le slogan qu'il veut, mais on assiste quand même à une déferlante de cette idée dans l'esprit commun du citoyen ordinaire. Et ça c'est vraiment extrêmement gênant, d'autant plus que les écologistes mettent aussi un petit peu en cause la croissance en disant qu'il faut ralentir la machine économique. Donc on a là une contradiction qui quasiment identique à celle du nucléaire, mais qui très bizarrement, par un phénomène étrange et inexpliqué, n'est pas soulevé, n'est pas relevé par les médias. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde accepte ce développement durable sans broncher.